Ce soir, j'ai choisi de parler des bonnes résolutions. Alors pourquoi ce thème? Parce qu'en réalité, il y a un chiffre. Il y a un chiffre qui est très étonnant lorsqu'on parle des bonnes résolutions, c'est que 85% des gens ne tiennent pas leurs bonnes résolutions. Donc j'ai regardé un certain nombre d'enquêtes et je me suis documenté. Il y a entre 12 et 15% de gens qui vont réellement tenir leur bonne résolution et puis atteindre leurs objectifs. Alors les bonnes résolutions en tête, c'est faire un régime, c'est être plus heureux, c'est se sentir mieux dans la vie, c'est gagner plus d'argent, c'est ce qu'on retrouve. Vous avez aussi des bonnes résolutions concernant l'univers de la famille, prendre plus de temps pour ma famille, faire du sport, être en meilleure santé, etc., etc. Donc en réalité, les gens ont des dates, c'est ça qui est très intéressant, ont presque des rituels, des dates. En France, vous allez avoir la nouvelle année, les gens vont choisir des dates, vont s'arrêter sur ces dates. Et ce qui est très intéressant, c'est que déjà, si on raisonne en termes d'objectifs, ce qu'il faudrait, c'est surtout une date butoir, c'est surtout une date d'objectif. C'est se dire si jamais à telle date je n'ai pas atteint mon objectif, c'est peut-être que je dois me recentrer. Or, ce qui est très curieux, c'est que les gens vont prendre une date de départ comme s'ils avaient besoin d'une bonne raison pour prendre leur bonne résolution. Donc ce soir, on va essayer de comprendre pourquoi est-ce que seulement un petit nombre de gens vont réussir à concrétiser leurs désirs, vont réussir à concrétiser leur bonne résolution, sachant quand même une chose, c'est qu'au départ, quand c'est pris, les gens sont déterminés. Ça veut dire que c'est pas un problème de volonté. Souvent, on entend, oui, si jamais tu veux, tu peux. En réalité, la volonté, ça fait pas tout. Ça fait pas tout. C'est vrai qu'il faut de la volonté et du désir pour démarrer, pour se lancer, pour faire les choses. Mais ces gens qui sont pleins de bonnes intentions pour on ne sait quelle raison, ça reste encore très mystérieux, mais on va essayer de l'expliquer dans la conférence de ce soir. Pour on ne sait quelle raison, eh bien, vont avoir du mal à concrétiser, vont avoir du mal à atteindre leurs objectifs. Alors, si vous le voulez bien, le point de départ de notre réflexion, il est directement lié à la période qu'on est en train de traverser, puisque c'est bientôt Rosh Hashanah. Vous savez qu'à Rosh Hashanah, il y a un épisode qui revient, c'est celui de la Akedat Yitzhak, celui du sacrifice d'Yitzhak ou de la ligature, parce qu'il a seulement été lié, il n'a pas été sacrifié, de la ligature d'Yitzhak. Traditionnellement, on nous dit que c'est ce jour-là qu'a eu lieu la Akedat Yitzhak. C'est le jour de Rosh Hashanah. Et donc, ça veut dire qu'en réalité, il existe un lien entre ce jour, entre le jour du jugement, c'est ça qui est très intéressant, et ce sacrifice, en tous les cas cet acte et cette épreuve qu'Avram a eu à passer le jour de Rosh Hashanah. D'ailleurs, on chante le fameux piyut Et Sha'arei Ratzon pendant la tfila, et donc en réalité tout Rosh Hashanah est imprégné de l'esprit de cet épisode-là de Avram Avinu. On va essayer d'en savoir un tout petit peu plus. Le deuxième jour de Rosh Hashanah, on va lire dans la Torah le passage qui est relatif à cet épisode. Maintenant, petite rétrospective, on revient en arrière. Rappelez-vous comment s'est déroulé ce moment-là. Après avoir été éprouvé 10 fois, Hachem décide d'éprouver Avram 9 fois, Hachem décide d'éprouver Avram une 10e fois. Et à ce moment-là, il va lui dire, eh bien, prends ton fils que tu aimes, et puis tu vas le monter sur la montagne, et puis tu vas faire la Akedat Yitzhak. Alors, il dit très bien, il se met en route, ils vont voyager pendant 3 jours, accompagné de Ishmaël et d'Eliezer, et il va monter, seul, cette fois-ci avec son fils Yitzhak, et puis il va l'attacher, et puis alors que le couteau est posé sur la gorge de son fils, qu'est-ce qui va se passer? À ce moment-là, il y a un ange qui l'arrête et qui lui dit « Al tishlach yadcha el hanahar », traduction, n'envoie pas ta main, ne touche pas à ton enfant, parce qu'en réalité, c'est pas ce que Dieu attendait de toi, et puis ensuite, Dieu va reconfirmer à nouveau cette chose-là. Mais l'histoire aurait pu s'arrêter ici, mais elle ne s'arrête pas là, parce que Avram se retourne, et puis il voit qu'il y a un bélier qui est entremêlé dans un buisson. Et c'est là que ça devient très intéressant. Il va prendre ce bélier et il va le sacrifier. Et le texte va nous dire qu'il le fait tachat beno, à la place de son fils. Il va sacrifier ce bélier à la place de son fils. Maintenant, ce qui est très très curieux, c'est que ce bélier, on a l'impression que c'est juste un point de détail dans cette histoire. Finalement, Abraham devait sacrifier son fils, c'est ça toute l'histoire. Et puis ensuite, il s'est retourné et puis il a quand même fait un sacrifice pour ne pas partir sans rien faire. Le Midrash va nous dire que ce bélier a été créé depuis Maaseh Bereshit. C'est un bélier qui a été prévu.
C'est un bélier qui attendait d'être sacrifié par Abraham le jour de la Hakeda. Ça veut dire qu'en réalité, c'est pas un point de détail. Si jamais on est en train de nous dire qu'il était prévu, que Dieu l'avait créé en vue de la Hakeda Yitzhak, que Dieu l'avait créé au début, au commencement, c'est qu'en réalité, toute l'histoire tourne autour de ce bélier et que le bélier n'est pas le point de détail, mais peut-être le cœur de cette histoire, peut-être le centre de cette histoire. Et c'est vrai qu'on pourrait poser un certain nombre de questions. On ne comprend pas bien déjà quelle est l'intention de Dieu, parce que c'est une épreuve qui se solde par un non-lieu. Ça veut dire qu'Avram, il était complètement lancé. Si ça avait continué, il aurait pu sacrifier son fils. Et puis finalement, ça s'arrête là. C'est une histoire qui n'a pas de fin. C'est une histoire qui n'est pas une histoire. C'est Avram qui va provoquer cette fin en sacrifiant le bélier. Mais sinon, c'est une histoire qui n'a pas de fin. Et donc, en réalité, l'intention de Dieu, elle est complètement hermétique. Et donc, pour nous, cette paracha, ce texte, eh bien, finalement, il nous parle très peu. Parce que quelle leçon concrète est-ce qu'on peut tirer de toute cette histoire? Donc, chaque année, on relit la même histoire, mais chaque année, on ne comprend pas bien. Alors, évidemment, on entend que Dieu a demandé à Avram de lui offrir ce qu'il avait de plus précieux. Ok, si. Ça veut dire, on saisit, on va dire, on saisit pas ce que ça veut dire, mais on n'arrive pas à retraduire cette histoire concrètement. Qu'est-ce qu'elle vient nous apprendre? Et puis en plus, qu'est-ce que ce bélier vient faire au centre? Un bélier qui est créé depuis Maaseh Bereshit, et puis Avram, il va le prendre et puis il va le sacrifier. Et j'ai une dernière question, et je pense que c'est la question la plus importante, en réalité, dans cet épisode-là. C'est qu'on nous dit que ce bélier vient à la place de son fils. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose qui est curieux là-dedans? Comment est-ce qu'on peut imaginer un seul instant qu'un animal insignifiant, c'est un animal, qui a été trouvé, qui n'a pas été payé, qui n'a pas été acheté, ça veut dire qu'il n'a même pas été acheté ce bélier, il a été trouvé comme ça, il était là, il était prêt, comment est-ce qu'on peut imaginer un seul instant que ça ait un rapport avec son fils? Il n'y a pas de commune mesure, il n'y a pas de comparaison possible entre d'un côté le sacrifice immense. On dit qu'Avram il pleurait au moment où il a voulu sacrifier son fils. Entre d'un côté le sacrifice immense que Avram il devait faire et ce bélier qu'il a trouvé. Il se retournait, il s'est pas fatigué. Il n'investit pas les mêmes choses. D'un côté on parle de son fils et de l'autre on parle d'un espèce de petit animal qui est là et puis qui va trouver. Il va faire un korban. C'est bien, il a fait un sacrifice. C'est bien, mais finalement il n'y a pas de rapport, il n'y a pas de commune mesure. On peut pas comparer. En réalité, les deux, si jamais on réfléchit bien. Et pourtant, le texte va nous dire qu'il l'a fait Tachat Beno à la place de son fils. Donc, ça veut dire, on comprend plus rien au texte. Et chaque année, on relit le même texte, et chaque année, on n'est pas surpris. Ça nous dérange pas. Mais pourtant, c'est hyper dérangeant si on réfléchit bien. Quand vous regardez, on peut pas remplacer un enfant par un bélier. On est en train de lui dire, oui, tu sais, ton enfant, c'est un bélier. C'est la même chose, hein. C'est exactement la même chose avec tout ce qu'Avram, il était prêt à investir. Avram, il a voyagé 3 jours. Il avait des contradictions plein la tête. Il vivait une épreuve. C'est l'épreuve d'un père qui va sacrifier son fils. C'est un truc qui est complètement, qu'on comprend pas, en réalité. Et puis finalement, on échoue dans un espèce de petit bélier, et on est en train de dire, tu sais, c'est extraordinaire. C'est la même chose. Tachat Beno, ça vient à la place de son fils. On va essayer de comprendre ça. Alors, évidemment, l'exercice que je vais faire ce soir, il est difficile. Pourquoi il est difficile? Parce que il est à la limite du développement personnel, du coaching, qui est une partie de ma formation, et du limoud, qui est aussi une partie de ma formation. Mais en réalité, le limoud, il est là pour nous donner des références. Si vous voulez, le coaching, c'est une espèce de boîte à outils très intéressante, qui va vous donner des espèces de protocoles qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs, de vous construire, de vous développer, etc. C'est très bien, sauf que il faut que ça soit sous-tendu, il faut que ça soit orienté par une vision du monde, ce qu'on appelle la Hashkafa. Et pour moi, personnellement, mes références, ce sont ces textes. Donc en réalité, il faut faire une espèce d'exercice d'équilibriste, sans trahir ni l'un ni l'autre, entre d'un côté ce que la Torah nous dit, et la puissance de la Torah, sans la faire descendre, sans la faire échouer, et de l'autre côté, il faut réussir à toucher à du coaching, à retraduire tout ça en termes de développement personnel. En réalité, donc je ferme cette parenthèse, mais il était important, je devais la dire au départ, mais j'ai dit bon, très bien. Comme c'est un peu informel, donc je peux glisser tout ça au milieu. En réalité, il y a l'un des grands paradoxes de la vie, si on réfléchit bien, c'est d'un côté la volonté d'agir, et de l'autre, la capacité à réaliser. Pour le dire de façon simple, passer du potentiel au réel. En réalité, l'homme, très souvent, vit des écarts entre d'un côté son désir et de l'autre la réalité. C'est ce qui crée, au passage, le manque chez l'homme. C'est ce qui crée le sentiment d'échec chez l'homme.
Ça veut dire que d'un côté, il a désiré quelque chose, il avait des grandes aspirations. Souvenez-vous, au départ, on a parlé des bonnes résolutions. Un homme va avoir des bonnes résolutions, un homme va se projeter, un homme va aspirer, va désirer à des grandes choses, et il y croit. Mais de l'autre, dès qu'on arrive dans la réalité, eh bien, on n'obtient plus les mêmes résultats. On aspire, et puis finalement, les choses très rapidement échouent. Et parfois, n'aboutissent pas. Donc, comment comprendre, d'un côté, cette volonté de faire les choses, et puis de l'autre, le fait que quand ça passe dans la réalité, eh bien ça échoue, et puis on arrive finalement des grandes intentions de départ, il reste plus grand chose. Ça c'est le premier point. Le deuxième point, c'est l'idée de perfection qu'il y a chez l'homme. L'homme désire constamment l'imperfection. L'homme ne supporte pas les demi-actes. Ça veut dire que dès qu'il s'est lancé, dès qu'il s'est dit qu'il allait faire quelque chose, dès qu'il a désiré quelque chose, l'homme aspire que ses actes soient parfaits, aspire que ses actes soient grandioses, soient tangibles, soient spectaculaires. Il a envie qu'on le remarque. Dès qu'un homme se dit qu'il va agir, il a envie de faire des grandes choses. Ça n'existe pas un homme qui dit bon, très bien, je vais faire des petites choses, je vais faire moyen, je vais faire du médiocre. L'homme, lorsqu'il a envie de faire les choses, il se projette, il rêve, il dit très bien, je vais faire les choses en grand. Maintenant, qu'est-ce qui se passe lorsque la réalité vient se heurter à son désir de faire les choses ? Au départ, il avait pris sur lui de faire des choses, il dit très bien, moi j'ai décidé de faire un régime, moi j'ai décidé de gagner plus d'argent, moi j'ai décidé de développer plein de choses, de passer plus de temps avec ma famille, etc. Au départ, il a envie que les choses soient parfaites, et puis très rapidement, il va se rendre compte que dans la réalité, il va produire des petites choses. C'est passer de la théorie à la pratique. Comme si la réalité réduisait les choses. Comme si la réalité, elle allait réduire tout ce qu'on avait en tête. Au départ, on avait des grandes idées, et puis finalement, des grandes idées, il va rester très peu de choses. Et donc, l'homme va être contrarié, en réalité, par ces choses-là. Pourquoi ? Parce que, puisque ça n'est pas conforme à ses attentes, alors finalement, bien, il va dire très bien, si c'est pas comme moi je veux, si j'arrive pas à concrétiser ce que moi je veux, bien, finalement, je m'arrête et je ne fais pas les choses. Et c'est comme ça que l'homme, bien souvent, fait échouer ses grandes résolutions. Par exemple, quelqu'un était invité, je vous donne un exemple très simple. Par exemple, une personne s'est dit très bien, moi, j'ai décidé de consacrer plus de temps à ma famille. J'ai pas réussi à le faire, j'ai été contrarié, je me suis surestimé, j'ai pas réussi à faire aboutir mon objectif, bien finalement il va s'arrêter, et puis il va dire très bien. Il va dire j'arrête, il va abandonner. Quelqu'un s'est dit, moi tous les matins je vais me lever à la tefila, je vais me lever tôt, on va donner un exemple de synagogue, ça sera plus simple. Il dit très bien, moi tous les matins j'ai décidé de me réveiller à la tefila, et puis il n'y arrive pas, parce qu'il n'a pas dormi cette nuit. Eh bien, au premier obstacle venu, c'est pas un problème de volonté. Premier obstacle, il va dire très bien, si les choses ne se passent pas comme moi j'ai prévu, alors finalement eh bien, il va s'arrêter, il va dire très bien. Et c'est comme ça qu'on oublie progressivement les objectifs et les grandes résolutions qu'on s'était fixés au départ. C'est, encore une fois, l'idée de passer du potentiel au réel. Dans le potentiel, dans le monde des idées, tout va bien, j'ai la volonté, honnêtement, sincèrement, de faire les choses. Mais dès que je me heurte à la réalité, j'ai de la fatigue, j'ai un empêchement, je peux pas faire les choses. Ça me contrarie. Pourquoi ? Parce que moi, j'ai envie de faire les choses parfaitement, puisque moi, j'ai envie de faire des grandes choses. Et comme j'arrive pas à faire des grandes choses, alors je démissionne. Et c'est comme ça que l'homme, progressivement, eh bien, va abandonner les objectifs qui s'étaient fixés au départ. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que l'homme est le champion des excuses, et des bonnes excuses, c'est qu'il va construire tout un discours pour justifier le fait qu'il ne fait pas. C'est ça qui est marrant. C'est qu'au départ, j'ai des grandes idées, la réalité ne me permet pas forcément, la réalité n'est pas adaptée à moi, en réalité c'est à moi de m'adapter à la réalité, mais j'ai eu un empêchement, j'ai pas réussi à concrétiser, alors à ce moment-là, qu'est-ce que je fais ? J'abandonne, et bien évidemment, je justifie. Je vais justifier, je vais construire un discours, je vais accuser les autres, je vais me placer en victime, je vais inventer tout un tas de prétextes pour ne pas être remis en question. Mais je vais remettre en question mon objectif. Ça me rappelle une petite histoire. Vous savez que Rabbeinu Yonah, il a écrit un livre qui s'appelle Sha'arei Teshuvah. Sha'arei Teshuvah, c'est un livre sur la Teshuvah comme son nom l'indique, mais il démarre avec une histoire qui est géniale. Et en réalité, c'est le début de la tchouva. Il explique en vrai comment on fait tchouva, si jamais on arrive à entendre le message de cette histoire. Il raconte une histoire, il dit, il était une fois des voleurs qui avaient été pris puis jetés en prison. Et puis à un moment, ils en ont marre, évidemment, comme dans toute bonne histoire, il faut bien qu'il y ait une évasion. Et donc, ils vont commencer à creuser un trou sous les murs de cette prison, et puis un beau jour, ils vont s'évader. Donc imaginez, on donne l'alerte, le gardien entre dans la prison, et puis s'aperçoit que tout le monde est parti sauf un.
Il y a un prisonnier qui reste assis sagement sur son lit et puis qui néglige cette opportunité de retrouver sa liberté. Il est là et puis il attend. On ne sait pas ce qu'il attend, mais il attend. Alors à ce moment-là, le gardien vient et commence à le frapper et commence à le battre. Rabbi Yonah, il pose une question très simple, il dit « Mais je ne comprends pas. Ce gardien, il est intelligent. Pourquoi ce gardien, il n'est pas parti rattraper les autres qui s'étaient sauvés ? Il devrait partir à la poursuite des autres, il devrait les ramener. Celui qui est resté là, c'est le seul à avoir bien agi. Pourquoi est-ce qu'il le frappe ? Pourquoi est-ce que celui qui a eu la meilleure attitude, celui qui devrait être au contraire libéré parce qu'il a eu un bon comportement, celui qui est resté, qui a décidé de rester, on commence à le frapper, on commence à le punir. C'est pas logique. Pourquoi est-ce qu'on punit celui qui est resté alors qu'on aurait dû attraper les autres ? Évidemment, c'est un machal. Il va nous dire une idée qui est géniale. Il va nous dire en fait, celui qui est resté, il s'est évadé beaucoup plus loin que les autres. Pourquoi ? Parce que c'est vrai que les autres ont cassé les murs d'une prison. C'est vrai. Techniquement, ils ont cassé les murs d'une prison. Mais en cassant les murs d'une prison, ils ont accepté que quelques instants auparavant, ils étaient enfermés et qu'ils avaient besoin de retrouver leur liberté. Mais celui qui est resté alors qu'il a la possibilité de partir, c'est quelqu'un qui est en train de dire au gardien « Mais moi, j'ai jamais été enfermé, la preuve. La porte, elle est ouverte et je sors pas. » Donc lui, il a été beaucoup plus loin parce qu'il a nié le gardien à la prison. Il a dit, moi, ta prison, tu m'as jamais passé les menottes. Moi, j'ai décidé de vivre ici. La prison, c'est ma maison. Moi, j'ai décidé de passer ma vie ici. Et donc, il est en train de dire à la face du gardien que ni toi, ni ta prison, vous me retenez. Et c'est pour ça que lui, il est pire. Et bien, dans la vie, c'est un petit peu pareil. Dans la vie, vous allez avoir celui qui est en prison. On a tous nos petites prisons personnelles. Il y en a un qui a de la colère, il y en a un qui a de la jalousie, il y en a un qui est pris par ses désirs, etc., etc. On a tous des petites prisons. Maintenant, vous avez deux postures. La première posture, ça va être de briser les murs de la prison, de dire très bien, il y a un travail à faire. Et vous avez la deuxième posture, et c'est celle qui en général est un frein au changement, c'est de vous dire très bien, de vous dire mais moi, je redéfinis ça. C'est-à-dire, je redéfinis ces défauts comme étant des traits de ma personnalité. Je dis mais tu comprends pas, c'est ma personnalité, ça c'est moi, mais quoi tu vas me changer ? Au contraire, c'est de la détermination. Je suis pas quelqu'un de têtu, je suis quelqu'un de déterminé. Et donc, on va articuler, c'est ce qu'on était en train de dire, on va articuler tout un discours pour justifier nos propres prisons. On va rester enfermé, puis on va dire mais nous on est très très bien là-dedans. Donc tout ça pour dire que l'homme, en réalité, est enfermé et va justifier ses enfermements. Et lorsque, pour revenir à la notion d'objectif tout à l'heure, lorsque quelqu'un a décidé, s'est posé un objectif, la réalité l'a empêché de concrétiser cet objectif, alors à ce moment-là, il va commencer à justifier, il va commencer à se raconter des histoires et puis à dire que finalement, il ne va pas se remettre en question, il va remettre en question l'objectif, il va remettre en question ce qui est en face de lui. Alors c'est quoi la solution ? Comment on fait lorsque la réalité vient nous rappeler que certains objectifs, on ne peut pas les concrétiser d'un coup. J'avais dit très bien, je me lève tous les matins, je prends du temps pour ma famille, je fais un régime et puis finalement je vois que ça ne fonctionne pas. La réalité me rappelle que voilà, j'ai des empêchements, j'ai des choses qui ne vont pas. Comment je fais ? En réalité, on nous livre un secret, c'est très simple. C'est être capable de laisser une trace de ces objectifs au lieu de les abandonner. Ça veut dire que la tendance naturelle d'un homme, on a dit, face à un objectif qui n'est pas réalisé, face à une aspiration qui n'est pas réalisée, c'est quoi ? C'est d'abandonner. Ici, la clé, et c'est une clé incroyable, la clé c'est de se dire très bien, quelle est la trace que je peux laisser de mes intentions premières ? Qu'est-ce que je peux faire qui ressemble à ce que je voulais faire au départ ? Je ne vais pas réussir à me lever à la file tous les jours, très bien, je vais faire une fois par semaine. Qu'est-ce qui t'empêche de faire une fois par semaine ? Je vais vous donner un autre exemple qui est hyper parlant. Quelqu'un n'a pas pu se rendre à un mariage. Il n'a pas pu aller à un mariage. Après, je vous raconterai une histoire personnelle. Quelqu'un, il n'a pas pu se rendre à un mariage. Les gens ne téléphonent pas. Les gens n'envoient pas de cartes. Les gens n'envoient pas de cadeaux. Bien souvent, quand on n'a pas réussi à concrétiser, on ne fait pas. Chez nous, c'est ou tout ou rien. Très très souvent. On dit très bien, j'ai pas pu aller, ou bien, par exemple, on aimerait prendre sur nous toute la misère du monde. On dit, mais vous savez, le recette c'est très important. On a envie de faire des choses pour les autres, etc. Mais comme c'est pas possible, parce que tu peux pas prendre toute la misère du monde sur toi. Alors finalement, qu'est-ce que tu fais ? Ben, tu fais pas. Et c'est comme ça qu'en réalité, on concrétise pas les choses. Parce que si c'est pas parfait, alors je fais rien. Et je vais vous dire une chose, je me rappelle que le lendemain de mon mariage, j'ai ouvert ma boîte aux lettres et j'ai trouvé une carte. Et cette carte, c'était la carte, c'était un mot, je n'ai pas pu venir à ton mariage, je te souhaite un très grand Mazal Tov. C'était le rave que j'avais à l'Yeshiva d'Aix-les-Bains, donc quelques années avant. Et ce rave, il doit avoir 80 ans, c'est un rave qui ne voit pas, c'est le seul à m'avoir envoyé une carte. Non pas que j'en veux aux autres, ce que je veux dire, c'est que le seul qui a fait preuve de hauteur, c'est lui.
Parce que, c'est vrai, je peux pas y aller, je peux peut-être pas faire les choses, mais il y a un panel de choses à proposer entre les deux, entre mon désir et la réalité qui est immense. Je peux appeler, je peux envoyer une carte, je peux faire des choses. Par exemple, on a envie de faire du chesed, etc. On dit, mais moi j'aimerais, si seulement je pouvais, si j'avais les moyens, si je faisais, etc. Bécédaire. Alors ok, tu peux pas maintenant, mais ton voisin, tu peux lui amener du sel, je sais pas. Tu peux proposer un truc à ton voisin, un petit truc. En réalité, ça permet de laisser une trace de tes intentions premières. J'ai des grandes intentions, mais la réalité ne veut pas que, eh bien, je concrétise de cette façon-là. En tous les cas, ça se fait pas comme moi j'avais décidé. Ben, tu te dis très bien. Je dois être capable d'un en dessous, je dois être capable de laisser une trace, je dois être capable de laisser un écho de mes intentions premières, aussi belles et aussi pures soient-elles. C'est exactement ce qu'on nous apprend dans Avraham Avinu. Vous remarquerez, rappelez-vous, on avait posé une question, on avait dit, mais je comprends pas. On nous a dit que le texte, on a une question sur le texte. On avait dit, mais comment est-ce qu'on peut remplacer le fils d'Avraham Avinu par un bélier? C'est quoi cette histoire? On nous dit que le bélier, le sacrifice du bélier, vient en lieu et place de son fils. Vous vous rappelez de la question? C'était une question qui était pertinente, on ne comprenait pas. Moi, était Tachat Beno, je vous ai un peu piégé. Tachat Beno, ça ne veut pas dire à la place, ça veut dire en dessous. Ça veut dire qu'Avraham au départ, et c'est ça qui est génial, et c'est pour ça que le bélier, c'est le point central de toute l'histoire, c'est qu'en réalité, Avraham au départ, il avait une grande intention. Après, Dieu n'avait pas prévu la réalisation de ça. La réalisation du sacrifice, il ne l'avait pas prévu. Qu'est-ce qu'il fait Avraham à ce moment-là? Il se ressente sur un bélier. Tachat, ça veut dire en dessous. Il dit très bien, j'ai pas pu, au départ, j'étais lancé pour faire quelque chose, je descends d'un cran. Je fais un animal. On n'est pas en train de dire que l'animal il vient à la place du fils, puisque c'est impossible. C'est pas la même chose, c'est même pas du même ordre. Et ça s'entend. Mais le passage qui nous dit Tachat, c'est en dessous. Il a été capable d'un en dessous. Donc ici, on est en train de nous livrer une clé et qu'on peut retraduire en termes de développement personnel. C'est quand au départ j'ai un objectif, quand j'ai envie de faire les choses, quand je me suis projeté, quand j'ai imaginé que j'allais faire un acte parfait, un acte spectaculaire, un acte grandiose, puis finalement, je suis capable, quand ça va pas tel que je l'avais prévu, tel que je l'avais imaginé, bien, je suis capable de me recentrer sur un objectif qui est plus accessible. Ça s'appelle, en langage moderne, faire preuve de flexibilité. Et vous remarquerez que dans la Torah, toutes les fois on nous dit le terme de tachat, c'est pour nous apprendre à faire ce travail-là. Tout le monde connaît la loi du talion. Œil pour œil, dent pour dent. Comment on dit en hébreu? Aïn tachat aïn, shen tachat shen. On nous propose ici un modèle de justice. On est en train de dire, si quelqu'un a crevé l'œil de son prochain, eh bien, il doit le dédommager avec de l'argent. Est-ce que vous trouvez ça normal comme modèle de justice? Un œil, ça n'a pas de prix. À quoi est-ce qu'on joue? On présente la justice pour la Torah, on présente la justice comme étant très bien. Je lui ai crevé son œil, eh bien, je vais essayer d'évaluer si c'était l'œil s'il avait besoin de son œil, si c'était un professionnel, je vais essayer d'évaluer la valeur, entre guillemets, même si c'est pas la valeur réelle, mais la valeur, pour laisser une trace de mes intentions premières. Aïn tachat aïn, ça ne veut pas dire que je vais rembourser son œil. Je vais produire un en dessous. Je vais dire très bien, j'ai pas pu rembourser l'œil. C'est vrai que la justice parfaite, elle est lointaine. Je vais me dire très bien, je vais être capable de dire, à un moment, je vais laisser une trace de mes intentions premières. Je vais laisser un écho. Et c'est comme ça dans la vie. Il faut apprendre à laisser des échos, et c'est ça tout, en réalité, toute notre place. Ve'aretz mitachat la shamaim. La terre, elle est mitachat, elle est sous le ciel. On n'est pas en train de nous faire un cours de géographie. On est en train de nous apprendre que Shamaim, c'est le monde de la spiritualité, c'est le monde des idées, c'est le monde de la perfection quelque part. Eretz, c'est loin de la perfection, c'est en dessous de la perfection. Et pourtant, tout le but de notre existence, ça va être de produire des choses avec les difficultés, avec les épreuves, avec la petite vie parfois qu'on a. Ça va être de produire une spiritualité qui a un écho très 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 lointain de ce qui se passe dans Shamaim, de ce qui se passe dans le ciel. Donc c'est très intéressant, c'est quand même notre existence, elle est construite de cette façon-là. J'ai écouté une réflexion qui est très intéressante. J'ai écouté une réflexion qui est très intéressante et qui nous dit, regardez, il y a une différence entre les hommes et les animaux. La grande différence entre les hommes et les animaux, c'est que les hommes ne naissent pas finis, alors que vous mettez un animal, il démarre tout de suite, un animal, il marche tout de suite, il a de l'instinct tout de suite, un animal, il est programmé, alors qu'un homme, il apprend. Et pour apprendre, en réalité, il fait des erreurs. Pour apprendre, il doit apprendre à se recentrer en permanence pour trouver son équilibre. Est-ce que vous avez déjà vu une toile d'araignée qui loupe sa toile? Est-ce que vous avez déjà vu un peintre qui loupe sa toile? Oui.
En réalité, la grande... vous peignez? En vrai, ce qui est très... Hein, c'est ça. C'est jamais raté. Voilà, exactement. C'est tachat. C'est la capacité d'introduire de la flexibilité quand je poursuis un objectif et être capable de laisser systématiquement une trace parce que je ne fais que tâtonner, je ne fais qu'apprendre en permanence. Et il y a un texte qui est extraordinaire qui nous dit que pour créer l'homme, vous allez voir tout de suite, pour créer l'homme, Hachem, il a demandé aux anges, il a demandé aux malachim. Il y a des malachim qui ont dit, bah, très bien, on va créer l'homme. Il y a des malachim qui ont dit, il ne faut surtout pas créer l'homme. Parce que l'homme, il cause des problèmes. L'homme, il fait la guerre, l'homme, il est mauvais. Et il y a des malachim qui ont dit, mais l'homme, il donne de la tzedaka, etc. Et Dieu a dit, mais taisez-vous, j'ai déjà créé l'homme. Qu'est-ce que vous discutez? J'ai déjà créé l'homme. Je vous pose une question hyper simple. Une question très simple. Pourquoi Dieu convoque les anges pour créer l'homme de toutes les façons? Il n'avait pas besoin d'eux. Et pourquoi Dieu crée l'homme au milieu d'une marloquette? Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'au départ, Dieu, il n'avait pas créé l'homme. Ensuite, il a fait appel aux anges. Les anges ont commencé à se disputer. Et il a dit, mais j'ai déjà créé l'homme. Sous-entendu, j'ai déjà créé l'homme pendant que vous étiez en train de vous disputer. Comme si l'homme, il devait être créé. Ce qui fait d'un homme un homme, c'est parce qu'il est créé au milieu d'une discussion. La réponse, elle est exceptionnelle. La réponse, c'est que, en réalité, vous avez deux types de création. Vous avez tout. Ce sont les choses, et les choses du monde, elles sont créées par Hachem, et comme elles sont créées par Hachem, donc en réalité elles sont définies par avance, et c'est pour ça qu'elles n'ont pas la possibilité de changer. Vous créez un animal, ça reste un animal, il est programmé pour être un animal, c'est d'ailleurs la raison pour laquelle dès qu'il naît, c'est un animal, c'est parce qu'on a décidé pour lui, il est circonscrit, il est défini par avance. Vous avez une pierre, ça reste une pierre, tout ce qui est inerte, les choses ne bougent pas, les choses sont ce qu'elles sont, parce qu'elles sont programmées, elles ont été créées à l'avance. Par contre, l'homme, il a été créé au milieu d'une marloquette. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'homme, c'est une question ouverte. L'homme, il prend naissance au milieu d'une discussion. Ça veut dire qu'il n'est pas défini, ça veut dire qu'il n'est pas déterminé, ça veut dire que son existence, elle est constamment remise en question. Quand je fais ce que je suis censé faire, quand je suis homme, je donne raison aux malachim qui disent crée-le. Et quand je ne suis pas homme, eh bien, je donne raison aux malachim qui disent ne le crée pas. Et donc, toute l'ambivalence, toute la vie de l'homme, ça va être ça. Ça va être un combat pour être homme. Ça va être, est-ce que je donne raison aux malachim qui ont dit à Hachem crée-le, ou je donne raison aux malachim qui ont dit à Hachem ne le crée pas. Et l'homme doit naître au milieu d'une marloquette, je répète parce que c'est important, l'homme doit naître au milieu d'une marloquette parce que c'est ce qui lui permet de ne pas être déterminé. L'homme, c'est une discussion. Est-ce qu'on le crée, est-ce qu'on ne le crée pas? C'est à toi de justifier. C'est la place que l'homme va prendre dans la vie qui va donner raison au premier groupe de malachim ou au deuxième. Alors que les choses, elles sont définies et déterminées à l'avance. Maintenant, qu'est-ce que ça change? Eh bien, c'est que, puisque l'homme n'est pas déterminé, il a la possibilité de changer, il a la possibilité de se construire, et il va constamment tâtonner pour se construire. Et les échecs font partie de ce tâtonnement. Chaque échec, en réalité, un échec, c'est quoi? Pour faire simple, un échec, c'est que vous aviez un désir, vous aviez la réalité, il y a un écart entre le désir et la réalité, c'est comment je vis ce moment-là. C'est ça un échec. Comment est-ce que je vis l'écart entre mon désir et entre la réalité, entre ma volonté et entre ce que j'ai réalisé. Mais toute l'idée, c'est que l'homme se recentre et se construit en permanence. Donc il faut accepter justement qu'on doit trouver un équilibre, comme un enfant qui est en train d'apprendre à marcher. En permanence, il trouve son équilibre. Je vais quasiment terminer là-dessus. Est-ce que vous connaissez l'histoire de Airbnb? L'histoire de Airbnb, tout le monde aujourd'hui connaît Airbnb. Airbnb, c'est, vous savez, ils font des locations chez les gens. Les gens dorment chez l'habitant. En réalité, c'est des étudiants en design qui ont eu une idée, qui ont dit très bien. On va, étant donné, ils habitaient à San Francisco, il y avait des grands congrès de designers. Et ils ont dit, tous les hôtels sont pleins, donc on va sous-louer une pièce dans notre appart. On va sous-louer notre salle à manger, par exemple. Et c'est ça, Airbnb. Airbnb, c'est airbed. On va sous-louer un matelas gonflable chez nous. Et B, c'est breakfast. Parce que on va pas faire voilà, on n'est pas des animaux, donc on partage aussi le petit déjeuner. Donc c'est airbed and breakfast. Et donc ils ont commencé avec ce projet-là. Ils sont partis voir des investisseurs et puis tout le monde a rigolé. Parce qu'un investisseur, c'est quoi? Un investisseur, c'est un type qui habite dans un penthouse, qui a une clé privée pour l'ascenseur. Il lui a dit, mais pourquoi tu crois que les gens ils vont venir dormir chez toi sur un matelas gonflable? Et donc, ils ont eu des refus.
Et puis ils étaient complètement découragés, complètement désespérés. Qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire ? Ils ont décidé de faire un truc complètement fou pour leur redonner un petit peu, voilà, ils avaient envie d'un os à ronger. Ils ont imprimé des boîtes de céréales, c'était pendant la campagne Obama-McCain, ils ont imprimé des boîtes de céréales avec la tête d'Obama et celle de McCain. Donc des petites boîtes de céréales qui faisaient 30 cm, et c'est des boîtes de céréales qui valent 2,50 $. Et eux, ils ont décidé de les vendre à 35 ou 40 $ pièce. Et ils ont cartonné. Ils en ont vendu 1000. Et on est aux États-Unis, ça s'explique pas, on ne sait pas ce qui s'est passé, mais ils ont réussi à en vendre 1000. Ils sont repartis voir un investisseur parce que ça leur a redonné un petit peu de courage. Et donc, ils ont proposé le projet. Et en discutant avec eux, il a dit, mais à part ça, qu'est-ce que vous avez fait ? Ils ont dit, on a vendu des boîtes de céréales, et c'est des boîtes de céréales à 40 $ pièce. Il a dit, quoi ? Des boîtes de céréales que j'achète au distributeur à 2,50 $, vous les avez vendues 40 $ pièce ? Il a dit, ouais, tout à fait. Donc, ils ont montré les bons de commande, ils ont montré comment est-ce qu'ils avaient... Il a dit, vous en avez vendu 1000. Il a dit, écoutez, votre histoire, elle est bidon. Votre histoire de matelas pneumatique dans le salon, c'est complètement fou. Mais si vous avez réussi à vendre des boîtes de céréales à 40 $ pièce qui valent 2,50 $, je suis prêt à miser. Et c'est comme ça qu'Airbnb est né et a commencé. Et j'ai trouvé l'histoire très sympa parce qu'elle résume exactement ce qu'on est en train de dire. Ils avaient Airbed and Breakfast, ils ont enlevé le Airbed, ils ont gardé le Breakfast, et ils ont dit on va se recentrer, on voit que ça va pas, on voit qu'on n'arrive pas à avancer, qu'on n'arrive pas à toucher notre objectif. Qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien, on va se recentrer sur quelque chose d'accessible qu'on peut faire maintenant, et puis on va le tenter, et puis ça va fonctionner. Donc, en résumé, cette notion de tahat, cette notion de l'en-dessous, elle vient nous apprendre que quand l'idéal n'est pas atteignable, parce que bien souvent, passer du potentiel au réel, eh bien, ça se passe pas comme prévu, je dois apprendre à me recentrer sur un objectif qui est atteignable à ce moment-là. Très bien, j'ai pas réussi parce que voilà, j'ai pas dormi de la nuit, donc j'ai pas réussi à me lever à l'heure. Mais c'est pas pour ça que ma journée, elle doit être complètement esquintée. Par exemple, je vois ça, par exemple, au travail. Vous dites, mais très bien, j'ai pas réussi ce mois-ci, le mois il est mort, c'est terminé. Souvent on a tendance à faire ça, on est dans le ou tout ou rien. Parce que j'ai pas fait un bon mois, alors je m'arrête, alors qu'il y a peut-être des choses à faire. Je peux peut-être me recentrer sur quelque chose d'accessible, et tous les grands entrepreneurs et tous les gens qui ont réussi et qui font aboutir leurs résolutions, eh bien, sont des gens qui introduisent cette forme de flexibilité qui leur permet de se recentrer, de rebondir et de se construire. Je vous donne un petit exercice et puis ensuite on a terminé. Un petit exercice très simple. Comment est-ce qu'on trouve justement ces différentes possibilités qui vont nous permettre de rebondir ? Il y a un exercice de coaching sympa. La première question, c'est quel est le problème ? Donc vous prenez une feuille, vous prenez un papier. La première question, c'est quel est le problème ? Donc vous allez noter le problème. La deuxième question, c'est selon vous, quelle est l'origine du problème ? Selon vous, quelle est l'origine du problème ? Maintenant, lorsqu'on demande l'origine du problème, en réalité, on est en train de demander le problème. Quand on dit quel est le problème, c'est les faits, c'est ce que tu constates. Mais l'origine du problème, c'est une partie du problème qu'on ne voit pas, parce qu'on est en train de se justifier, parce qu'on est en train de se raconter des histoires. Donc, honnêtement, on va se poser, selon vous, quelle est l'origine du problème ? Ensuite, trouvez-moi 5 solutions qui, selon vous, vous permettraient de commencer à résoudre le problème. Ensuite, quatrième question, sur quelle est la solution dans laquelle j'ai envie de m'engager ? Une seule solution, vous choisissez sur 5. Au moins 3 en réalité. Et la dernière chose, c'est quelle est la plus petite étape dans cette solution par laquelle vous voulez commencer. Et ça va vous permettre de vous recentrer, de penser solution, de vous engager et puis de redonner en réalité du mouvement et de vous recentrer sur quelque chose qui sera accessible. En résumé, et je vais le résumer par 2 mots, je pense que c'est le message le plus important. Ne pensez pas perfection, mais pensez progression. Et c'est seulement comme ça qu'on réussit véritablement à se construire, parce que c'est la nature des choses. On ne veut pas l'accepter parce qu'on vise souvent le parfait, on est souvent dans le tout ou rien, mais il faut apprendre à viser la progression, à se dire très bien, un objectif, ça ne s'atteint pas directement, mais un objectif, je vais devoir passer par un certain nombre d'étapes. Parfois je vais descendre, parfois je vais monter, parfois je vais faire, voilà. Je vais vous donner un exemple. En réalité, je l'ai fait parce que, je vais vous donner un exemple. Il y a 3 semaines, il y a un mois, j'ai fait une soirée avec Shimshon Nathalie, il y avait 340 personnes. Ok, donc là, ce soir, je suis content parce que c'est les plus courageux qui sont venus. Eh bien, c'est apprendre, et je pense que c'est la conclusion, c'est ça que je vais intégrer ce soir, ça a été apprendre à se dire très bien, tu as fait 340 personnes, tu peux tout à fait faire 10 personnes, et ça sera tout aussi sympa et tout aussi agréable, et puis ça permettra de se recentrer et puis d'apprendre plein de choses. Je vous remercie d'être venus si nombreux, de m'avoir écouté. Merci à notre caméraman, merci à Aurélia, merci à mes parents, merci tout le monde, et puis bonne soirée et des bonnes fêtes.
souhaitez contacter notre coach, écrivez-lui sans plus attendre à ben.mycoach@gmail.com.